Yvette Terola, le plaisir de vous retrouver pour ce quatrième épisode et d'entendre votre rire dans la vie à peu près. Quatrième épisode pour parcourir ces 76 ans, ces 76 ans d'existence, dont 62 sur les scènes. On peut vraiment pas tout dire avec un parcours pareil, même en 5 épisodes d'une demi-heure. Vous me recevez tous ces jours dans la cuisine de votre appartement dans le quartier de Bellevaux à Lausanne, c'est sur les Hauts de Lausanne. Ça fait combien de temps que vous êtes ici? Plus de 40 ans, à peu près. Plus de 40 ans. Oui, plus de 40 ans. Et j'aime beaucoup ce quartier. David a fait ses écoles ici. David, Ouais, votre fils. ouais, mon fils. Ouais, c'est un très joli quartier, populaire, et que j'aime bien. J'aime beaucoup. Vous aimez Oui. bien cette architecture un peu ouvrière, Ouais, cette Lausanne des absolument. années 40. Ouais, j'aime bien mon appartement. Il est vieux, voilà, il est pas aménagé. Il n'y a pas de frigo. Enfin, bon, bref. J'aime beaucoup c'est des maisons ouvrières du début du siècle Mhm, passé. mhm. Mhm. Chacun son jardin pour planter des pommes de terre et tout ça. Vous avez une sorte d'affinité politique avec l'architecture du quartier? Oui, je pense que j'aime. Moi, je suis une grande fille toute simple, hein. Non, c'est vrai, j'aime bien les choses. Je suis assez. Et il y a une vie de quartier ici. C'est bien, il y a des cours de yoga le matin, là, dans la salle de Bellevaux, il y a tout ça. Mm. Il y a même une salle pas loin d'ici qui porte votre nom. Mais écoutez, J'ai découvert ça vraiment en préparant l'émission, je l'ignorais tout à fait. Il y a une salle Yvette Terola. ah, mais oui, c'est une salle de paroisse. Je trouve que ça me correspond bien. Pas le fait d'être une salle de paroisse, mais une salle de quartier. Mais elle est sympa, hein? Ils l'ont un peu réaménagée, là. Ils ont mis un peu de lumière. On peut jouer. On a déjà joué plusieurs spectacles. Mais oui, j'ai vu que vous avez joué. Ah ouais. Il On y a a eu... joué Ma Barbara, on a joué Les Années. On va aller jouer Brel et Barbara, là. On peut aller écouter Terola à Terola. Absolument. Puis les gens, ils viennent volontiers, les gens du quartier. On se reconnaît. Non, c'est assez chouette, hein. Moi, j'aime bien. On a été chanter il y a quoi, 15 jours avec Lee Matford au Séchet, à la vallée de Joux. Mais c'est extraordinaire. Moi, c'est comme ça qu'il faut faire du théâtre, avec des gens simples, des gens qui apprécient, qui se lèvent à la fin du spectacle. Avec Lee, on veut que les gens se lèvent à la fin du spectacle. Lee Matford, pianiste et compagnon de beaucoup d'années maintenant. C'est 20 ans. 20 ans que vous faites 20 votre ans. spectacle Ouais, avec Lee Matford. 20 ans. On a fait sept spectacles ensemble, de musique. 8 même, avec l'hommage à Alice Grobetti. Ouais, 8. Ce goût que vous défendez comme ça en ce moment pour un théâtre de quartier, pour un théâtre rural, de village, c'est une loyauté à vos origines aussi bien familiale que théâtrale en somme. Absolument. Ah ouais. Moi, souvent, je me suis sentie, comment on dit quand on s'éloigne de sa classe sociale. Transfuge de classe. Ouais, c'est pas ça que je voulais dire, mais je me sentais un petit peu, quand on trahit, comment on dit. Ah bah, traître On alors. est traître. Ouais, mais c'est encore un autre mot. On va pas trouver maintenant, hein. On va pas trouver le mot. Loyal. Un peu déloyal Mhm. vis-à-vis de mon. C'est vrai, j'ai ça. Mais voilà, ça me taraude pas tous les jours, mais c'est vrai, j'ai pas du tout envie. Je suis contente de mes origines, je les revendique, sans en faire un porte-drapeau, mais je suis pas non plus. Voilà, j'ai pas changé, j'ai jamais été. Quand dans les théâtres, je suis assez proche des gens, de la technique ou des. Je suis Mhm. plus proche de. Voilà. Vous nous avez raconté dans les épisodes précédents comment pour vos parents c'était pas du tout évident que vous vous mettiez à faire du théâtre, que c'était même problématique à certains moments. Vous avez parlé, je sais plus si au micro ou hors micro, d'un sentiment de honte qu'ils ont pu éprouver. Oui, surtout au début que je chantais, parce que je chantais des choses qui leur plaisaient pas du tout, du tout, du tout. Des chansons osées, Oui, militantes, oui, c'est féministes et ça. Alors, crues. ça, ils aimaient pas ça, du tout, du tout. Mais je peux comprendre le nombre de lettres que je leur ai écrites pour essayer de m'expliquer, pour qu'ils essayent de comprendre et tout, mais en leur disant que c'était pas forcément moi, que si je dis, ouais, ils ont fait de moi un trou, c'est pas parce que moi j'ai été coucher avec tous les hommes. J'essaye d'expliquer, mais c'est compliqué. Après, je regrette, des fois je me dis j'aurais dû être mieux expliqué, hein. Mais je les aime. Les morts continuent de vivre avec nous. Moi, je continue ma relation à ma mère, à mon père. Ça s'apaise, autant j'ai été révoltée, autant
À partir d'un certain âge, on peut que faire la paix, sinon ça va pas, sinon il y a quelque chose qui joue pas. Et de leur vivant, est-ce qu'avec les années, ils ont fini par Oui, épouser alors davantage? après, ils ont été assez fiers parce qu'ils se rendaient compte que les gens disaient c'est votre fille, Yvette Théol, oui, c'est notre fille et tout. Puis ils se rendaient compte que les gens n'étaient pas du tout choqués. Ma mère, elle est venue une fois avec ma sœur au TKM. Je jouais, rien ne me manque sauf moi-même. Et j'avais un texte, non, rien ne me manque sauf moi-même, assez cru, mais très joli, où je disais que l'homme disait à la femme « Et toi, quand tu me suces, il me pousse des ailes dans le dos, je sais plus quoi. » C'était très, très poétique. Ma mère, elle a crié « Cochonne !» Tout fort dans la salle, elle a crié. Ma sœur lui dit « Mais maman, arrête !» Puis après, elle a vu que personne remarquait, que personne faisait des remarques. Alors, petit à petit, ça a travaillé. Elle a dit, mais peut-être qu'on peut dire des choses, puis que c'est pas si grave que ça, puis que c'est au théâtre, et puis que... Ils ont quand même fait un bout de chemin. Mais ma mère, elle m'a tenue jusqu'à la fin. Hein. Elle me disait, tu peux pas dire ça. Puis des fois, elle me disait, je passe l'éponge. Elle me disait, quand elle voulait me pardonner, je passe l'éponge. Elle a dû la passer un certain nombre de fois. Quand maman passait l'éponge, même à l'âge qu'à 60 ans, voilà. Mais jusqu'à la fin, elle passait l'éponge. Moi, je l'aime, ma maman. C'est une femme. C'est des gens bons, c'est des gens extraordinaires qui ont fait du mieux qu'ils ont pu. Et en plus, ils se sont occupés de mon fils d'une manière mais extraordinaire. Comme papa, il voulait un garçon, le fait d'avoir David, ce petit David, ça les a, mais... Ouais, ils partaient avec lui, skier, mais ils étaient d'une patience. Non, mais je leur dois une fière chandelle, quoi. Des parents merveilleux. Alors on revient à cette époque où vous chantiez des chansons crues et osées. Vous nous avez raconté dans les épisodes précédents donc vos années d'enfance, votre année à Paris très jeune, les premières pièces, l'expérience du TPR, l'expérience de T-Act avec Apothello à Lausanne. Et puis à un certain moment donc vous commencez à avoir envie de... Je ne sais pas ce qu'il faut dire, voler de vos propres ailes, avoir une sorte d'autonomie artistique. Comment est-ce que vous décririez le moment où vous avez décidé de faire vos propres spectacles, vous, je dis pas seul, parce que vous avez toujours des compagnons de route importants, mais quand même d'être aux manettes de votre avion? Ouais, je crois que, ouais, il me semble que j'ai abordé un tout petit peu déjà avant en disant que j'avais plus envie de me faire diriger d'une manière qui ne m'intéressait pas. J'avais plus envie de certains rôles qu'on me proposait. Je trouvais qu'il y avait des aventures théâtrales qui n'étaient pas si enrichissantes que ça. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? J'arrête, je fais autre chose. J'ai toujours été un petit peu, moi, attirée par l'humanitaire. Alors, j'ai jamais réussi à savoir si c'était réel ou si c'est un fantasme, mais ça m'aurait pas déplu, disons, de faire de l'humanitaire, de me rendre utile. Après, je me disais, bon, quand si tu joues, t'es aussi utile, mais peut-être différemment, quoi. Et c'est la chanson finalement qui vous a Oui. donné l'outil, Oui. l'outil de sortir Oui. du rôle théâtral Oui, conventionnel. oui, parce que je me suis mis à écrire des chansons. Et pourquoi? Je sais pas. J'avais envie d'écrire des chansons. J'en écris plus maintenant. Maintenant, j'écris les textes entre les chansons. J'écris les textes de liaison, tous les textes. Mais les chansons, je les prends dans le répertoire français parce que il y a des très 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 belles chansons qui me plaisent. Et puis je fais ça. Alors, de temps en temps, j'en écris une, mais je fais plus tellement. J'ai pas le temps. De toute façon, j'ai repris pendant pas mal d'années. J'ai mis mon métier de comédienne entre parenthèses pour faire de la chanson. C'est là que j'écrivais et tout. Puis après, la chanson, on n'en vit pas. Il a fallu que je m'installe à Paris. J'ai hésité, mais j'avais un enfant ici, son papa était là. J'aurais pu, parce que j'avais un agent à Paris. J'avais rencontré Bory, là, de l'Olympia, qui m'a dit, il faut venir et tout. Je pense qu'il y a eu une opportunité, des portes ouvertes. Mais je me suis dit non, j'ai pas envie de partir à Paris, j'ai pas envie de... Alors j'ai repris un peu mon métier de comédienne. Puis là, j'ai moins joué, alors mais j'ai continué de faire mes spectacles de chansons et pas uniquement chansons, chansons et textes. Et textes, Ouais. cette manière de les monter. Voilà. On va en parler plus avant, mais peut-être avant de parler vraiment de vos spectacles avec vos chansons et vos textes, je crois la première occurrence que j'ai trouvée dans les journaux d'un spectacle chanté où vous étiez au micro, c'était des chansons de Jacques Prévert en 1972. Oui,
c'est juste. Donc c'était un répertoire existant, c'était Prévert Cosma? Oui, Prévert Cosma, oui. Puis des textes, aussi des textes, pas que des chansons, des textes, ouais. Et C'est Jean Monod qui avait fait la scénographie. Jean Monod de la Fête des Vignerons qui avait fait la scénographie d'Apotello. C'est lui qui nous avait fait une très très jolie scénographie. Et il y avait quelque chose qui participait encore de cet élan un peu du TPR, Oui. notamment par le fait que vous jouiez pour les écoles. Oui, on avait joué pour les écoles, oui. Ça a même été enregistré à la télévision. Mais il y a pas mal d'émissions de télévision qui ont effacé leurs émissions. Donc c'est dommage. Ça, j'ai pas réussi à récupérer. Quel souvenir vous avez de ces premiers spectacles de chansons? J'étais contente. Je me disais, quelque chose qui s'ouvre là pour moi. Il y a vraiment quelque chose à faire, quelque chose à dire. Et ça m'a jamais quitté en fait. J'ai toujours envie de faire quelque chose de nouveau dans la chanson, d'inventer un autre spectacle. Je sais pas jusqu'à quand, mais... Parce que justement, vous avez élaboré peu à peu cette forme de spectacle qui est devenue, pendant ces, je sais pas, 30 dernières années, votre... marque de fabrique. J'ai envie de dire ce pourquoi on vous connaît le plus, c'est-à-dire c'est des one-woman shows, sinon que vous êtes quand même accompagné par des complices de longue date. On a parlé de Lee Madford. Daniel et parfois, Perrin, voilà. François Margot. François Margot avant ça, voilà. Et puis, vous avez donc commencé à élaborer cette Dominique Rosset forme. comme fille. C'est quoi le premier spectacle que vous avez fait où il y avait cette forme-là, cette forme de cette alternance de chansons, généralement pas de vous, et de textes de vous qui recontextualisaient les chansons? Au tout début, ça s'appelait Chansons femmes. Tous les textes étaient de moi, les chansons aussi, et même les musiques. Et puis après, petit à petit, les musiciens m'ont dit, tu sais, Yvette, quand même. Donc, je les ai laissés faire. Ils vous ont dit ça, les mufles? Non, ils ont eu raison. Puis s'ils étaient là, c'est aussi pour participer. Au tout début, c'était avec Jean-Pascal Lederman et Jean-François Mage qu'on avait commencé à... Déjà là, c'était chanson-texte. J'adore le montage, parce que le montage, c'est intelligent. Enfin, il faut être subtil, il faut bien monter, il faut mettre les chansons en valeur, leur faire dire ce qu'on a envie de leur faire dire. Enfin, c'est intéressant, le montage, quoi. C'est plus du tout une histoire après qui coule, qui on peut faire des ruptures, on peut faire des aménagements, on peut sauter du coq à l'âne, on peut passer de la tristesse à la... Moi, je reste jamais longtemps sur un sentiment. Par exemple, si c'est très émouvant, ça. On casse, faut casser, passer à autre chose, quoi. D'où mon héritage brechtien, j'imagine. Une espèce de distance, quand même, malgré tout. Ça veut pas dire qu'on n'est pas dans les choses, c'est encore mieux. On est en plein dans les choses, mais paf, on fait un pas de côté et on regarde et ça repart ailleurs. Et l'autodérision, très importante chez vous. Oui, d'autodérision, dès le début. Dès le début, oui. Ou cette espèce d'autodérision aussi, qui est est-ce qu'on est légitime, est-ce qu'on n'est pas légitime. Tout le monde a ça, les artistes. D'un coup, on se dit, mais il y a un jour, les gens vont se rendre compte que c'est totalement nul, et que c'est vrai, et puis que puis ça va arriver, et puis c'est pas si grave que ça, mais voilà. Vous serez démasqué comme imposteur. Mais oui, comme imposteur. Ça peut être posteur, ça fait passer à, comme il s'appelait là, Che Guevara. On croit qu'il est posteur, mais en fait, ça n'a rien à voir. Yvette Terroula, dans ces spectacles, donc il y en a eu beaucoup, il y en a que vous avez évoqué il y a un instant, Rien ne me manque sauf moi-même. Je trouve ce titre assez impressionnant et j'ai l'impression que la poésie de ce titre, elle est toujours actuelle dans vos derniers spectacles encore, que c'est quelque chose ce sentiment, pour une femme quand même extraordinairement active, scéniquement, artistiquement, qui a dit beaucoup, qui a eu l'occasion de dire ce qu'elle avait à dire, sous forme de chansons, sous forme de spectacles, aussi dans les médias, on vous a fait parler de votre engagement féministe, etc. Et puis quand même toujours cette espèce de sentiment qui plane de ne pas avoir fait ce qu'on aurait dû faire, ou quelque chose comme ça. Ça a à voir avec la culpabilité aussi, je pense. Enfin, je sais pas, il me semble. Une espèce de sentiment d'être toujours coupable. Je sais pas, dans notre éducation, les filles, peut-être les garçons aussi, j'en sais rien, mais on fait jamais comme il faudrait. On n'est jamais assez jolie, on n'est jamais assez gentil, on n'est jamais assez... Moi, j'ai toujours eu ce sentiment de ne pas être assez, quoi, de pas faire ce que je voudrais faire. Mais peut-être que tout le monde a cette culpabilité. C'est pas si mal d'avoir un peu de culpabilité. C'est pas si mal.
peut-être, un petit peu quand même. Comme ça, on fait attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. On essaye de pas blesser les gens, on essaye d'être, ouais, d'être bien. Ben, le mot bienveillant est à la mode maintenant, mais on essaye d'être humain, quoi, de s'améliorer. Moi, j'ai bon espoir de m'améliorer jusqu'à la fin, d'essayer en tout cas. Là, j'essaye avec mes petites filles, par exemple, d'être un peu plus présente. Hein. Leur maman est décédée il y a quoi, quelques mois. Ça, c'est dur et là, j'essaye d'être au bon endroit, de faire ce que j'ai à faire, tout en me préservant. Je continue de travailler, il faut que je travaille. Si je travaille pas, ça va pas. Mais je suis quand même assez présente, oui, pour elle et pour mon fils. Alors, vraiment, c'est Stefania Pinelli, elle fait partie des gens avec qui vous avez vraiment travaillé très bien. Vous avez constitué un groupe artistique autour de vous. On a parlé de Lee Matford, pianiste, musicien, compositeur, arrangeur, très important dans votre parcours. Et puis justement, parmi ces personnes, il y avait votre fils, David de Piera, et puis sa Stefania compagne, Pinelli. Stefania Pinelli, qui est donc qui a disparu il y a quelques mois, comme vous le disiez. Comment est-ce que s'est constitué cette équipe artistique? Ça s'est constitué parce qu'ils m'ont aidé dès que j'ai fait Histoire d'elle. C'était en 2007, je leur ai demandé de m'aider. Wenzel avait fait la mise en scène, mais Stefania avait fait la dramaturgie avec moi, puis David Laceno. Et je me suis très bien entendue tout de suite avec Stefania, parce qu'on avait à peu près la même quête d'humanité, de parler de choses, comment dire, de la beauté des choses, sans jamais non plus édulcorer, tout en ayant des revendications, mais en même temps de parler aussi de la beauté du monde. Enfin, d'être à la fois dans la tristesse et l'émerveillement, quelque chose comme ça. Oui, d'être en même temps dans la revendication, en voyant les choses qui ne vont pas, en les nommant. C'est ça une scène de théâtre aussi. On nomme, on interroge, on démonte les mécanismes du pouvoir, de tous les pouvoirs. On est là pour ça. Et en même temps aussi, on parle des choses belles. C'est pour ça que j'aimais Christian Bobin, alors que beaucoup de gens le trouvaient un peu niais, un petit peu toujours illuminé. Mais il disait des choses magnifiques, toutes simples. Quand il disait « Je t'aime », c'est la parole la plus mystérieuse qui soit la seule digne d'être commentée pendant des siècles. Il dit tout, là, je trouve qu'il dit bien les choses. Et avec Stefania, on n'était pas complémentaires, j'aime pas ce mot, on s'additionnait, au contraire, on était... Puis David nous aidait. David, il a fait des études d'architecte, donc il était capable de nous aider sur les fondements. Il savait comment construire, et il sait encore faire ça, et pour moi, c'est important. Quelles sont les premières pierres que tu mets, comment tu la mets, sur quoi tu construis. Je me suis toujours dit, quand je fais un spectacle, je connais le début, je sais où je vais aller, la fin, puis entre les deux, tu te débrouilles, tu fais le spectacle, quoi. Voilà. Et avec Stefania, on mettait du temps. Hein. Moi, j'ai toujours mis un temps fou, plus d'une année, à faire un spectacle. On se voyait, on recommençait, on faisait des 5, 6, 10, 15 versions, jusqu'à ce qu'on soit contente et tout. Et ça, c'était magnifique, parce que y a rien à faire. Quand il y a du boulot, quand le travail est là, ça se sent. On sent que ça a été refait, retravaillé, même si les gens ne le sentent pas. Il y a des couches et des couches de dramaturgie, et pour arriver à une chose plus légère qui fait que c'est beau, que ça roule. On a fait des beaux spectacles ensemble. Avec David, avant Stefania, j'ai fait un spectacle avec David qui s'appelait « À tu et à toi ». Avec mon fils, parce que on venait d'être quittés, et lui et moi en même temps. Donc on a pleuré un moment les deux, l'un dans l'autre. Dans le gilet l'un de l'autre. Voilà, dans le giron. Puis après on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait? On fait un spectacle. Et on a fait un spectacle sur la séparation et la rupture, ensemble. Et ça a été bien, ça a été chouette. De faire ça au moment où on pleurnichait un peu, enfin pleurnicher le mot, parce qu'en chagrin d'amour c'est violent, mais on faisait plus que pleurnicher, mais on a transposé ça en spectacle, quoi.
Et c'était un beau, enfin, je trouvais que c'était un beau spectacle. C'est un sacré cadeau, non, pour une maman, quand même. D'autant que vous avez parlé de ces doutes que vous aviez, de Oui, savoir si vous aviez été assez proche de oui, votre c'est fils ça. quand il était petit, Oui, etc. c'est Et ça. puis que finalement, on peut se retrouver Oui, comme adulte, autour oui, d'expériences d'adulte. oui. Oui, oui, c'était bien ça, c'était chouette, j'ai bien aimé. Puis après, on est parti à Saint-Étienne parce que c'était Berruti qui avait fait la mise en scène. Donc on est tous partis là-bas, avec aussi à Maudru parce que il n'y avait pas de musicien là. On a fait une bande son. Et Lee a fait toute la bande son. C'était très élaboré, c'était très beau, c'était très. Non, c'était une belle expérience. Ouais. Mhm. Ouais, ouais. Et puis, vous avez parlé de Christian Bobin. Vous avez presque collaboré, vous avez écrit à Oui, partir de Christian Bobin, oui, j'ai écrit une chanson qui s'appelle Se faire horizon. qui est devenu le titre d'un spectacle. Qui est le titre d'un spectacle, oui. Et ça raconte beaucoup de choses, se faire horizon, ce que ça veut dire, comme image, comme... Et lui, il avait ça, se faire horizon. Puis je lui ai demandé, je savais où il habitait, au Creusot, là. Il n'a jamais quitté son Creusot. Je lui ai écrit pour lui demander s'il était d'accord que j'emprunte ses mots, ses phrases, je lui ai envoyé la chanson. Puis il m'a dit, mais vous en faites ce que vous voulez, une fois que les mots sont... J'ai dit, non, non, quand même, on va co-signer ensemble. Puis il était d'accord. Par contre, ce coquin, dernièrement, j'avais eu la possibilité, et à l'Oriental et encore ailleurs, de faire un spectacle sur lui, sur ses... Et il m'a pas donné les droits. Mhm, C'était un peu avant de mourir. mhm, Je pense il en avait marre. Il a eu beaucoup de critiques. mhm. On a dit que c'était un poète sous Xanax, que c'était un... Donc je pense que ça a dû le blesser. Et puis il donnait plus de droits. Il avait plus envie qu'on traficote dans ses... Mhm. J'ai regretté, même ma foi. Tant pis. J'aurais su quoi faire. Parce qu'il avait pas que il avait beaucoup de choses drôles et j'aurais bien aimé faire un spectacle sur ses textes. Dans vos spectacles de cette forme qui alterne chanson et texte et qui monte et qui crée un contexte pour chaque chanson, des chansons existantes, parfois très connues, hein, parfois même des tubes, je sais pas, Qu'on avec re- le qu'on temps. redécouvre. Voilà, c'est ça. Il s'agit de changer le contexte pour, Mhm. je dis pas pour changer le sens de la chanson, mais Non, pour l'éclairer de manière décidée. absolument, ouais. Mhm. Il y en a que c'est vraiment des chansons archi connues, c'est vrai, hein. C'est vrai. Ouais, ouais. Je me demandais parce que parfois quand on collectionne des chansons autour d'un thème, exercice auquel je me livre à ma façon à la radio, mais quand on collectionne des chansons autour d'un thème, on a l'impression d'entrer dans l'inconscient collectif de ce thème. Mhm. Et je me demandais justement si pour vous c'était une manière. On dit souvent que dans vos spectacles, vous faites coïncider la petite histoire avec la grande, et dans Mhm. l'histoire intime Mhm. avec les grands mouvements sociaux, Mhm. votre histoire de femme, Mhm. d'amoureuse, de mère, Mhm. avec l'histoire du féminisme, voilà, Mhm. Toujours, typiquement, ouais. hein. Typique, ouais. Voilà. Et puis, je me demandais si, pour vous, c'était ça l'exercice, de réunir l'inconscient collectif de la chanson à à votre expérience personnelle, directe, particulière. Oui, absolument. Oui, 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 c'est ça. C'est ça, et puis c'est... Parce que ces chansons, elles parlent à tout le monde d'une certaine manière. Et par exemple, là, on a fait avec Lee le chemin, avec les 7 spectacles qu'on a fait, on en a fait. J'ai fait toute seule là, parce que Stéphania était plus là, puis David avait la tête ailleurs. J'ai fait un best-of, on appelle ça comme ça, Mhm. de ces 7 spectacles qu'on a joué à Poésie en arrosoir. Et là, j'ai rajouté les feuilles mortes qu'une chanson, mon Dieu, mais et c'était beau parce que toute la salle a chanté. Enfin, en même temps, les gens connaissent aussi, hein. J'ai aussi pris une chanson de Véronique Sanson, Ma révérence et tout. Des chansons que j'aime, moi déjà, Mhm. que j'aime chanter et qui sont belles et qui prennent un autre éclairage suivant, effectivement, comme vous dites, où on les place, où on les met. C'est quelque chose d'un peu, je sais pas, d'un peu ramusien toujours de vouloir que l'expérience particulière devienne l'expérience universelle. C'est-à-dire que moi aussi, à l'histoire, que j'ai pas envie de parler de moi, parce que moi, c'est pas si intéressant que ça. Mais c'est ce C'est que un- vous faites en même temps. Et c'est Oui, ça qu'on a envie oui, d'entendre. oui, mais c'est intéressant si c'est confronté à autre chose. Et si c'est transposé artistiquement. Sinon, c'est pas intéressant. Quand j'ai parlé, par exemple, ah bah, tu as toi de ma dépression, bah, j'ai eu une dépression, et ben tout à coup, elle était transposée, elle arrivait à un moment donné où personne s'y attendait, où tout à coup ça prenait une dimension et
je sais pas, une force, mais une dimension différente, quoi, et tout. Oui, c'est... Et puis vos spectacles, Yvette Leroy, ils sont traversés aussi d'une sorte de même, est-ce qu'on peut dire obsession? Je sais pas, le mot est peut-être trop fort, mais il y a quelque chose de l'ordre du bilan. Vous faites et vous refaites des bilans, vous relisez votre vie jusque-là régulièrement. Mhm. En tout cas, dans les années, c'était ça. Là, très clairement. Ouais, très clairement. Mais Histoire d'elle aussi, finalement, non? Histoire Histoire d'elle d'elle aussi. aussi. C'est l'histoire de ma mère, hein, Histoire d'elle. Histoire d'elle, donc c'est C'est l'histoire de ma peut-être... maman. Son parcours, et depuis l'âge voilà, quand elle voulait être institutrice, puis qu'elle n'a pas pu, mais qu'elle est devenue mère au foyer, où je la regarde dans une photo, puis je lui dis, bah, tu pensais à quoi? Est-ce que tu étais contente d'être une mère? Est-ce que tu étais contente d'être une femme au foyer? Puis elle dit, non, non, j'aurais aimé être institutrice. Et puis à partir de là, je développe tout ce qu'elle a fait, comme elle nous a aussi éduqués, pour tout, pour les linges, jusqu'au linge de bain ou jusqu'au drap de lit qu'elle recousait, qu'elle raccommodait, parce ça devait durer toute une vie, enfin, toute cette façon de faire, et puis l'histoire du combat des femmes. Ouais, c'est ça, justement. L'histoire du combat des femmes en parallèle, et tout à coup ça prend des dimensions, oui, avec ces images de Gisèle Halimi au procès de Bobigny sur l'avortement. Je parlais aussi de ça, de l'avortement. Je disais, mais maman, j'ai pas osé venir vers toi. J'ai pas osé te dire ça. Mais peut-être t'aurais compris, mais j'ai pas osé. Puis en même temps, je mourrais inconsolée d'avoir pas pu mettre ma tête sur les genoux de ma mère pour qu'elle me dise, mais je suis là, je t'aime, ne crains rien. J'ai pas osé faire ça. J'ai pas osé aller vers ma mère. Et pourtant, on était deux femmes. Donc, elle aurait pu comprendre, elle aurait pu, sûrement. Mais moi, j'ai pas... Je me suis démerdée, je me suis débrouillée beaucoup toute seule dans la vie. J'ai pas osé des fois aller vers les autres. Quand j'ai eu ma dépression, j'emmerdais personne. J'étais seule. Je voulais pas embêter qui que ce soit. J'ai peur de ça, de déranger ou de peser sur les gens, parce qu'on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour peser. On est là faut essayer d'être léger quand même si on est mal. Ne serait-ce que pour montrer l'exemple. Je sais pas qui c'est qui disait ça. Il faut faire un effort, quoi. Le temps passe vite. Alors, on renvoie à demain la discussion sur Histoire d'île. Je parlais de bilan, donc bilan peut-être de vos relations avec les hommes. En tout cas, il en passe un certain nombre dans l'Histoire d'île. De tout ça, on parle demain. Pour maintenant, quelle chanson, Yvette Terola? Est-ce qu'on peut mettre une chanson avec Pascal Auberson? Mais bien sûr. Une chanson de Verlaine, Sagesse? Vos désirs sont des ordres. C'est gentil. À demain. Attention, attention. Écoutez la chanson bien douce qui ne pleure que pour vous plaire. Elle est discrète et légère, un frisson d'eau sur de la mousse. La voix vous fut connue et chère, mais à présent elle est voilée, comme une veuve désolée, pourtant comme elle, encore fière. Et dans l'oubli de son voile qui palpite aux brises d'automne, caché montre au cœur qui s'étonne la vérité comme une étoile. Elle dit l'avoir reconnu, que la bonté c'est notre vie, que de la haine et de l'envie rien ne reste, la mort. Elle parle aussi de la gloire, d'être simple sans plus attendre, et de noces d'or et du temps, bonheur d'une paix sans victoire. Accueillez la voix qui persiste dans
son naïf épithalame. Allez, rien n'est meilleur à l'âme que de faire une âme moins triste. Et dans les longs plis de son voile qui palpite aux brises d'automne, caché montre au cœur qui s'étonne la vérité comme une étoile. Elle dit l'avoir reconnu, que la bonté c'est notre vie, que de la haine et de l'envie rien ne reste, la mort venue. Que la bonté c'est notre vie, que de la haine et de l'envie rien ne reste, la mort venue. Rien ne reste,